Alors, bonjour tout le monde. Vous m'entendez bien? Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Comme Dominique m'a si bien présenté, ma formation de psychoéducatrice fait en sorte que pour moi, l'intervention familiale a toujours été au cœur de mes préoccupations et joint à ça le milieu communautaire qui est pour moi un milieu tellement riche, tellement empreint en fait près de la communauté, près des besoins des gens, qui nous permet en fait d'explorer plein d'univers, qui nous permet une polyvalence, donc qui est pour moi vraiment une richesse au quotidien. Et vous allez voir que le milieu communautaire, particulièrement notre réseau Avant de craquer, s'est professionnalisé beaucoup au cours des dernières décennies. Donc ça me fait plaisir de vous faire part de où on en est aujourd'hui. Alors, je vais faire la présentation, puis après, on aura une période de questions, là. Donc, en fait, je vais débuter par vous présenter qui est le réseau Avant de craquer et ensuite un peu vous faire un portrait de la réalité des familles qui se présentent dans nos associations. Et on est parti de la réalité des familles pour développer un modèle qu'on appelle le modèle CAP. Donc, je trouvais important de vous présenter aujourd'hui aussi. Je vais terminer par le portrait plus spécifique des services offerts dans les différentes associations de familles au Québec et le processus de référence thématique qui a été mis en place aussi dans plusieurs régions. Donc, le réseau Avant de craquer est en fait un réseau de 40 associations de familles au Québec. On en retrouve vraiment dans toutes les régions. Dominique l'a dit tout à l'heure, on est 7 associations à Montérégie. Il y a 6 associations sur l'île de Montréal, donc et ensuite dans toutes les régions du Québec qui sont présentes. Ces 40 associations de familles-là sont regroupées en une fédération qui s'appelle la FAPAM, donc qui réunit là, toutes les associations. En fait, pour vous faire un bref historique de la naissance des associations de famille, on remonte dans les années 80, qui est vraiment à ce moment-là l'époque de la désinstitutionnalisation, où on s'est retrouvé avec des patients qui étaient en hôpitaux psychiatriques depuis de nombreuses années, qu'on a retourné dans la communauté. Et vous savez, je pense que c'était un grand pas au niveau de l'avancement de la maladie mentale, mais en même temps, les familles qui se retrouvaient avec ce fardeau familial-là nouveau, inconnu, à l'époque avec des proches qui étaient hyper médicamentés, donc la réadaptation était plus difficile à ce moment-là. Ça a créé des besoins aussi pour les familles qui se sont dit, ben là, qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut soutenir ces personnes-là? D'où la naissance des associations de familles qui vient vraiment des parents qui, à ce moment-là, avaient besoin de se regrouper ensemble pour discuter de ce qu'ils vivaient. On était à l'époque des groupes d'entraide, tout simplement. Donc, c'était vraiment des cafés-rencontres, besoin de discuter ensemble de ce qu'ils vivaient au quotidien. Vous allez voir que ça a évolué depuis. Donc, la mission commune des associations de famille est de regrouper les membres de l'entourage d'une personne qui présente des manifestations cliniques reliées à un trouble majeur de santé mentale, de leur offrir une gamme de services de soutien, et ce, afin de leur permettre d'actualiser leur potentiel. Cette dernière phrase-là est très importante. Je vais y revenir parce que notre objectif principal est effectivement l'adaptation de la famille. Pour nous, si la famille est en déséquilibre, c'est sûr qu'à ce moment-là, elle n'est pas aidante pour la personne atteinte de maladie mentale. Et puis, on sait que les chances à ce moment-là, que tout le monde puisse bien fonctionner ensemble, sont réduites de beaucoup. Donc, en fait, puis quand on fait référence aux troubles majeurs de santé mentale, on parle principalement schizophrénie, les troubles de l'humeur, le trouble bipolaire, dépression majeure, psychose, les troubles obsessionnels compulsifs, les troubles de la personnalité, particulièrement le trouble de personnalité limite, qui, on sait, un impact important au niveau de la dynamique relationnelle, surtout chez les personnes qui sont très près d'elles. Donc, la réalité des familles, en fait, c'est certain, je pense que ça, tout le monde le sait, hein, l'annonce de la maladie mentale d'un proche, ça plonge la famille dans un monde où les règles du jeu sont inconnues, puis suscite beaucoup d'appréhension et d'inquiétude. Autant au niveau physique, au niveau mental, mais au niveau mental, on fait face à tout l'aspect de stigmatisation qui est encore plus difficile à ce moment-là pour les familles, parce qu'elles n'ont pas nécessairement aussi toujours accès à la même information, sont pas
toujours impliqué nécessairement au même titre que quand on parle de maladies physiques. Bref, c'est ce qu'eux nous disent qu'ils vivent. Là, on fait quand même des pas en avant par rapport à ça. Mais bref, ils ont tout à réapprendre. Donc, c'est un processus d'adaptation à ce moment-là qui se met en place, puis qui exige, tu sais, dans tout processus d'adaptation, que l'individu vive l'étape du choc, naturellement. Et quand on est en choc, ben, on peut réagir de plein de façons. C'est là qu'on va voir des familles hyper envahissantes, on va voir des familles se désinvestir, on va voir des familles en colère. Tu sais, ils vivent vraiment, là, nous, on parle beaucoup de leur émotion exprimée, mais donc, ils vivent ça de différentes façons. Et c'est souvent suivi d'un processus de deuil, hein, parce que si je vous fais un peu le portrait des familles qui entrent chez nous, ce sont principalement des parents de jeunes adultes, ou l'âge où la maladie mentale apparaît normalement. Donc, à l'âge où normalement notre enfant devient autonome et indépendant, ça aussi, vous le savez, j'en suis certaine. Donc, mais eux, là, ont à vivre un processus de deuil, et on sait qu'il y a quand même une majorité des jeunes qui étaient fonctionnels, tu sais, qui étaient en grande partie fonctionnels, qui réussissaient bien, et puis là, apparaît la maladie mentale et tout se bouscule. Donc, c'est un processus de deuil que les familles ont à vivre à ce moment-là, avant d'intégrer cette nouvelle réalité-là. Donc, mais, tu sais, nous, on part du principe que malgré les difficultés qu'on peut rencontrer, tous les individus ont la capacité de s'adapter. Et puis, nous, principalement, c'est la famille qui est au cœur, donc on vise l'adaptation de la famille. Donc, il faut comprendre que les associations de famille, le soutien se fait vraiment auprès des membres de l'entourage. Donc, on n'a pas un suivi direct auprès de la personne atteinte. Il y a des organismes communautaires qui ont cette mission-là, mais on essaie de travailler tout le monde ensemble, en fait, de façon systémique pour favoriser le plus grand rétablissement possible et une meilleure cohésion. Ça va jusque-là? Donc, on est parti aussi du principe pour adapter nos interventions sur les recherches récentes qui démontrent clairement l'efficacité des interventions familiales, particulièrement au niveau du premier épisode psychotique, d'où l'importance de la prise en charge rapide, d'où l'importance aussi que la référence des familles autour se fasse rapidement vers des services spécialisés. Moi, c'est sûr que je vous parle des associations de familles, mais je sais qu'il y a plusieurs programmes qui ont été mis en place où la famille est impliquée, donc c'est hyper important pour nous qu'elle soit impliquée dès le départ. On s'était démontré aussi qu'une famille qui est bien supportée, lorsqu'un de ses proches vit une problématique en santé mentale, ça crée des impacts à différents niveaux. Et ça, la littérature l'a montré, on diminue la durée d'hospitalisation, on diminue le nombre de réhospitalisations, on diminue le risque de rechute. Ça a un impact positif sur le fonctionnement social de la personne atteinte et de sa famille. Ça améliore le fonctionnement global, le lien aussi patient-famille, parce que ça aussi, hein, souvent, ça peut se briser en cours de route. Et on sait qu'une personne atteinte d'une maladie mentale qui se retrouve seule, sans réseau, mais perd la plupart de ses facteurs de protection. Donc, on trouve vraiment important de préserver ce noyau-là. Puis des fois, le noyau, il est mince, là. On s'entend que c'est pas nécessairement beaucoup de gens autour, mais quand on est capable vraiment d'assurer qu'il y a un lien positif, on va essayer de pousser le plus possible que ce soit un ami ou une personne qui est vraiment significative. Donc, ça valorise aussi le rôle d'accompagnateur. Je vais vous présenter le modèle CAP tout à l'heure, mais c'est sûr qu'une famille qui se sent impliquée a aussi des réactions plus positives. Tu sais, ça sent valorisé, donc c'est sûr qu'on a tout avantage à les outiller de la meilleure façon. Et aussi, l'efficacité, ben, ça fait que la famille s'implique davantage et on améliore en bout de ligne le rétablissement et de la personne atteinte et de la famille également. Parce qu'on, tu sais, souvent, on voit la personne atteinte comme étant malade, mais la famille arrive aussi souvent très hypothéquée. Nous, c'est pas rare que les familles qui se présentent sont déjà vraiment en bout de ligne, là, en détresse importante. Puis là, ben, à ce moment-là, quand on est dans un état de vulnérabilité, c'est important, bien, c'est sûr qu'on n'est plus aidant. Donc, il faut d'abord rétablir ça pour permettre. Donc, ce sont des impacts que je vous montre là, qui sont étroitement en lien avec le modèle CAP qui a été développé et dont on trouvait important de vous montrer. Vous allez voir, le tableau, c'est tout petit, là, je ne sais pas si on le voit bien, plus ou moins, mais je vais quand même prendre le temps de vous l'expliquer. Le modèle CAP, en fait, c'est le statut des membres de l'entourage. CAP, pourquoi? Pour un statut de client, à la fois client, accompagnateur et partenaire. Nous, on part du principe que le membre de l'entourage a des besoins, mais aussi peut apporter beaucoup
au niveau du réseau, au niveau de l'équipe de traitement et au niveau de son proche malade également. Donc, la majorité des proches vivent des conséquences négatives qui découlent du soutien qu'ils offrent à leurs proches. Souvent, qu'est-ce qui se passe quand on voit que notre proche est malade? On resserre les liens. Hein? Tu sais, il y a comme un... Tu sais, c'est naturel, hein? Une maman là, qui sent que son enfant ou un papa, là, je veux pas généraliser, là. On s'entend qu'il y a plus de mamans qui viennent quand même à l'aide, mais souvent va instinctivement, excusez-moi, ramène un peu à l'état de symbiose. Donc, prend en charge beaucoup son proche atteint. Pour le soutenir, parce que souvent, on se sent tellement impuissant que c'est le moyen qu'on trouve aussi pour réussir à se sentir utile et valorisé. Mais on s'entend qu'au niveau de la maladie mentale, cette prise en charge-là n'est pas toujours saine et efficace. Dans le sens que si on reprend trop en charge, on déresponsabilise la personne atteinte, on lui empêche aussi de préserver son autonomie. Donc, tu sais, on voit le cycle qui embarque. Donc, les familles, en fait, vivent ces conséquences-là et souvent sont rendues très loin dans ça quand elles arrivent au niveau du réseau avant de craquer, viennent frapper aux portes des associations de familles. Tu sais, donc, tout à l'heure, je vous parlais de la prise en charge rapide. Je pense que c'est important de référer les familles rapidement vers du soutien pour éviter les conséquences plus importantes. Donc, deviennent à ce moment-là effectivement des clients. Et je vous en ai parlé, tu sais, ça crée des besoins particuliers. Ils peuvent vivre particulièrement beaucoup de culpabilité, se sentent responsables de ce qui arrive. On est encore beaucoup dans l'impression que c'est l'éducation, que c'est l'environnement qui est responsable de la maladie mentale. On peut faire sentir ça aussi. Je ne dis pas que toutes les familles sont adéquates, mais une famille qui, à mon avis, est encore présente, c'est une famille sur laquelle on a quand même des pouvoirs pour améliorer certaines choses puis favoriser qu'elle soit aidante. Donc, ça, c'est son rôle vraiment de client. Le rôle d'accompagnateur, en fait, c'est de dire, bien, on pense que c'est important aussi pour la personne atteinte qu'elle soit accompagnée dans son processus de traitement. Donc, il y a une personne autour d'elle pour l'épauler, ne serait-ce qu'au quotidien, ne serait-ce que quand elle vit des périodes d'hospitalisation ou même dans son processus de réadaptation, de rétablissement. Donc, on a besoin, à ce moment-là, quand on perçoit les familles comme étant des accompagnateurs, on doit établir des liens avec les intervenants. Et je dirais qu'actuellement, dans le système de santé, c'est un obstacle majeur. Quand on parle de la confidentialité, comme la personne atteinte de maladie mentale voit rarement ce besoin-là et est très résistante à informer ses proches de ce qui se passe, ça devient difficile à ce moment-là d'établir des liens. Mais nous, on part du principe que des liens minimaux, ça se fait. On n'est pas obligé de donner toute l'information de ce qui se passe pour dire on considère les proches autour, on les implique dans ce qui se passe. C'est la principale source de soutien. Donc, si la famille se sent pas soutenue, ils abandonnent à ce moment-là. Tu sais, ils savent, puis ils sont tabous. Puis, à un moment donné, on arrive dans un tournant. Quand on est tabou, ben, on a deux choix, soit qu'on modifie des choses ou soit qu'on abandonne carrément. Puis, des fois, quand on voit les possibilités de modifier ou on voit qu'on a peu de pouvoir ou d'emprise à ce niveau-là, ça devient difficile. Ça va pour ça? Et finalement, comme étant des partenaires, on pense que l'actualisation du potentiel des familles est importante, puis par ça, ben ils peuvent être des partenaires importants. Donc, ils peuvent être des partenaires, par exemple, en offrant différents services. Tu sais, je vous donne, en étant impliqué dans les associations, je vous donne un exemple. Vous allez voir dans nos groupes de formation, souvent les familles co-animent avec un intervenant pour vraiment les impliquer. On s'entend que ce sont des familles qui ont fait un bout de chemin là et qui sont vraiment à un niveau d'adaptation là, qu'on juge qui est suffisant pour pouvoir être aidante pour d'autres familles. Donc, en fait, c'est à ce niveau-là qu'on le voit. Ce sont aussi des familles qui sont impliquées sur les conseils d'administration des différentes associations de familles. Donc, on leur donne quand même cette responsabilité-là de regarder quels sont les besoins actuels des membres de l'entourage et quels sont les services qui répondent à ces besoins-là. Donc, ça donne comme résultat 40 belles associations de familles au Québec qui sont proactives. Donc, ils s'impliquent au niveau local, au niveau régional, puis comme je vous parlais de la fédération, au niveau provincial.
Donc, sur le plan des services maintenant, en 2004, une base commune de services offerts a été déterminée par les membres de la Fédération, donc le réseau Avant de craquer, puis a donné lieu à l'élaboration d'un cadre normatif et d'un processus de certification s'y rattachant. Donc, les associations de familles au Québec qui ont le sceau certifié, je vais vous le montrer à la fin, des mondes qui ont cette base de services commune-là. Je vous parlais tout à l'heure qu'au départ, quand les associations de familles sont nées, c'était des groupes d'entraide. Donc, il y avait besoin vraiment plus d'échanger ensemble. Les besoins ont évolué beaucoup au fil des ans. Les familles ont besoin aujourd'hui d'être outillées, de savoir ce qui se passe. Ils veulent des réponses à leurs questions. Ils veulent agir aussi en conséquence. Donc, on a développé les services en fonction de ces besoins-là. Donc, à ce jour, la grande majorité des associations de familles au Québec sont certifiées et même plusieurs sont en processus de recertification aujourd'hui. Les 6 services de base offerts par les associations de familles, donc, tu sais, je vous disais, ce cadre normatif-là, il a élaboré 6 services. Il y a des associations au Québec que vous allez retrouver qui ont développé aussi d'autres services. Si je vous parle de mon association, on est 0-100 ans, donc on a des services autant pour les familles qui ont un enfant atteint d'une problématique de santé mentale que pour les familles qui ont un adulte atteint. Mais ce n'est pas le cas dans toutes les associations de familles. C'est important à considérer. La base de services communes, ce sont pour les maladies dont je vous ai fait mention tout à l'heure et en fonction du fait qu'on a un proche adulte avec une problématique en santé mentale. Et ce sont un service d'intervention psychosociale, des activités d'information, des groupes d'entraide, des activités de formation, des activités de sensibilisation et des mesures de répit. Là, je ne sais pas si on le voit plus ou moins bien, hein? ça sortait bien, là, mais là, sur grand écran, c'est un petit peu... mais en fait, pour vous parler plus spécifiquement, parce que, tu sais, ce qui est important aussi, puis pourquoi je trouve important de vous en parler aujourd'hui? Parce que souvent, c'est vraiment le réseau qui va référer les familles. Donc, que vous soyez un petit peu plus outillés sur qu'est-ce qu'on a développé, puis notre façon d'entrer en contact. Des fois, ça peut être rassurant. Je vais vous parler aussi du processus de référence systématique qui peut être facilitant. Mais bon, on a le service principal, c'est vraiment l'intervention psychosociale. Les gens aujourd'hui, quand ils arrivent, ils ont besoin d'être entendus, ils ont besoin d'être soutenus dans un processus plus individuel, plus adapté à leur réalité. Donc, les interventions se font de façon individuelle, de couple ou familiale. On s'entend qu'on va favoriser, par exemple, dans un cas d'un jeune de 20 ans atteint d'un trouble bipolaire, par exemple, que c'est une famille nucléaire, ou même si c'est des parents séparés, on va vraiment favoriser que minimalement les premières rencontres se fassent avec les 2 parents pour que puissent aussi mutuellement s'outiller puis recevoir la même information puis dire qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Tu sais, si je vous donne l'exemple du trouble de personnalité limite, le travail qu'on fait avec maman qui vient nous rencontrer et puis qui est complètement déstabilisée, puis on sait que le principal objectif, c'est d'être capable de mettre des limites puis de les maintenir. Tu sais, c'est beaucoup ce qu'on va travailler avec eux autres. Un coup qu'ils ont pris conscience de c'est quoi la problématique, qu'ils connaissent c'est quoi, on va travailler ça beaucoup avec eux et retournent à la maison et eux essaient de mettre ça en place. Et le papa qui a pas fait tout ce processus-là, ben qu'est-ce que vous pensez qu'il fait, tu sais? Il va bousiller carrément l'intervention qui a été faite par maman. Donc, elle vit des échecs parce que là, se fait dire par son proche atteint, puis ou si tu t'en vas avec tes skis, tu vois bien que c'est moi qui ai raison, tu sais, puis que je vais continuer d'être comme ça. Je vous donne des petits exemples, mais en fait, pour démontrer que ça aussi, tu sais, c'est un peu pour nous ramener à contresens. Donc, on va vraiment favoriser le plus possible. Et ce qui est réjouissant dans tout ça, c'est que de plus en plus, les gens s'impliquent et je vous dirais même, on fait de plus en plus d'interventions familiales où toute la famille est impliquée. Je vais parler des programmes qu'on a développés pour des enfants de parents atteints. On n'avait pas ça, cette réalité-là. Il y a à peine 10 ans, là, moi, ça fait 13 ans que je suis là, on ne parlait pas de ça. D'enfants, de parents atteints de schizophrénie ou de troubles bipolaires. On a évolué beaucoup. Donc, on voit que le processus de réadaptation se fait de meilleure façon et ce sont des impacts positifs. Donc, la personne peut avoir une vie de couple, peut avoir des enfants, mais ces enfants-là,
ont aussi souvent besoin d'être supportés puis de comprendre ce qui se passe. Ça, c'est un phénomène qui est nouveau, je vous dirais nouveau, qui est relativement nouveau parce qu'on ne l'avait pas. Puis c'est pas les enfants qui vont venir frapper chez nous. Donc, ça nous prend à ce moment-là, le réseau, par le biais soit des intervenants scolaires ou des centres jeunesse qui vont nous référer. Mais je vais vous en parler un petit peu. Donc, au niveau des interventions psychosociales, on va favoriser beaucoup le suivi individuel. Je vous parlais tout à l'heure de l'impact des interventions familiales. C'est certain que c'est pas une rencontre qui va donner un impact à moyen long terme. Donc, on va favoriser un suivi régulier avec la famille. Minimalement, là, 4 à 6 rencontres, puis on va favoriser qu'elles soient intégrées ensuite dans un groupe de formation pour vraiment avoir le plus de chances possible de pouvoir modifier certaines choses et avoir une adaptation là, en bout de ligne. Et on a aussi développé l'intervention en situation de crise. C'est plusieurs associations de familles qui l'offrent aussi dans le cadre de la loi P38. Vous savez qu'il y a une personne qui présente un danger pour elle-même ou pour autrui. Et là, je vais vous en parler brièvement parce que c'est complexe quand même. Mais quand il y a eu la modification de la loi, ça a permis, entre autres, à ce que toute personne concernée puisse avoir recours à une demande à la Cour, qu'on appelle une requête d'évaluation psychiatrique, donc qui peut permettre de demander une garde provisoire pour la personne atteinte. Puis, nous, les associations de familles, on accompagne les familles dans ce processus-là parce qu'on a les documents légaux pour le faire et on sait que une démarche d'avocat, des fois, ça peut coûter facilement, minimalement 1 000 $ à Grenby. Donc, j'imagine qu'à Montréal, on doit augmenter. Donc, quand on a des raisons de croire que la personne peut présenter un état mental qui entraîne une dangerosité non immédiate, parce que quand c'est immédiat, à ce moment-là, c'est les policiers qui peuvent intervenir pour demander une garde préventive. Mais quand on a on appelle le danger imminent, en fait. Donc, des éléments de dangerosité, on peut demander une garde provisoire. Et là, les membres de la famille peuvent faire cette démarche-là, qui est très exigeante, parce que c'est une démarche devant un juge, mais qui peut, à tout le moins, permettre à la personne d'entrer dans le système de soins quand elle refuse, malgré tout ce qu'on lui a offert, et qu'il persiste à y avoir des éléments de dangerosité. Donc, cette intervention particulière-là en situation de crise, beaucoup d'associations de familles au Québec ont développé ce service-là en collaboration avec les services policiers, les palais de justice de chacune des régions. Et je vous dirais que ça a quand même des impacts très positifs parce que ce sont des intervenants qui accompagnent les familles et on les accompagne dans tout le processus. Donc, on rédige avec eux la requête, on va à la cour, puis on sait qu'après ça, la personne est conduite par les policiers, les ambulanciers pour être menée au centre hospitalier et subir une évaluation psychiatrique. Donc, nous, on les accompagne dans tout ce processus-là et on fait le suivi post-crise par après. Donc, parfois, on sait que les familles qui demandent de l'aide, ce sont des familles en crise, donc parfois, elles entrent dans le système de cette façon-là. Donc ça, je vous en ai parlé. En fait, peut-être juste vous dire aussi qu'à la première rencontre, on remet toujours aux familles une pochette d'accueil sur la problématique vécue par le proche, quand on le sait, parce que des fois, on ne le sait pas, là, c'est quoi le diagnostic. Donc, on n'ira pas, mais au moins sur ce qui est offert par l'association de famille, sur toute la programmation, les services qui sont en place. Donc, repartent déjà avec des outils. Parce que nous, notre volonté, c'est vraiment des outils le plus possible. Donc ça, je vous en ai parlé aussi. C'est sûr qu'au départ, on vise beaucoup une meilleure connaissance et compréhension de la problématique. Donc tout ce qui a trait à la maladie, la communication, quand je vous parlais de responsabilisation du proche. Ça, c'est une étape importante pour la famille de prendre conscience que parfois, il faut lâcher prise sur certaines choses pour responsabiliser notre proche atteint puis qu'il puisse
être le plus autonome possible. Donc ça, on va travailler beaucoup ça. Et la diminution des émotions négatives. C'est sûr qu'une famille qui se sent coupable, qui est en colère, qui fait juste pleurer, ça sert à rien de mettre des choses en place avec elle. On va d'abord commencer par travailler sur les émotions avant d'entamer un processus de responsabilisation et de lâcher prise. Donc, les groupes de formation qui sont vraiment aussi le cœur de ce qui a été développé. Je vous disais, les besoins des familles ont évolué beaucoup. Donc, pour nous, c'est important. J'imagine que vous voyez pas bien non plus. Je suis désolée, là, je vous en parle. Mais là, c'est un petit peu le portrait de notre association de famille. Mais il y a des groupes de formation à faire dans toutes les associations de famille au Québec. Mais nous, ce qu'on a développé particulièrement, on a des groupes sur à peu près toutes les problématiques. Donc, Cap sur la schizophrénie, qui était un programme qui était développé en collaboration avec l'Université de Sherbrooke et les associations de famille de la Montérégie et qui ensuite a été vraiment... Ça, ce sont des beaux résultats du réseau avant de craquer parce que ça s'est propagé. Ensuite, nous, on a comme formé tous les intervenants dans les autres régions à offrir ce programme-là de 10 rencontres qui est vraiment génial là, parce qu'il donne ça fait 3 ou 4 ans, je crois, qu'il est en place maintenant. Puis, tu sais, il donne vraiment l'information actuelle sur ce qu'est la schizophrénie. Et, tu sais, en 10 semaines, on permet vraiment là, d'approfondir là, sur la problématique. Je voudrais que les familles qui sortent, qui ont suivi ce programme-là, souvent, ils connaissent ça. Tu sais, ils connaissent c'est quoi les antipsychotiques, tu sais, ils sont capables de parler avec le médecin de ce qui se passe, ils sont capables de voir les signes de rechute. Ce sont toutes des choses qu'on travaille avec elles. On a un groupe aussi qui s'appelle « Aider et aimer une personne atteinte d'un trouble de personnalité limite ». Un objectif de taille, un défi de taille, un objectif réalisable. Ça fait une dizaine d'années qu'on offre ce programme-là, qui est un programme à la base de 14 rencontres. Donc, on s'entend que les familles qui s'impliquent dans ce programme-là, c'est un processus à long terme, mais on sait que c'est la problématique sur laquelle la dynamique relationnelle a beaucoup d'influence. Donc, on travaille ça beaucoup avec les familles. On a aussi un programme au niveau du trouble bipolaire, au niveau du TDAH, sur les troubles anxieux, sur la dépression. Et on a un nouveau programme, nous, mais qui est offert aussi depuis quelques années au Québec, qui sont les ateliers ANA. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler des ateliers ANA. C'est un très beau programme pour les enfants qui ont un parent atteint d'une problématique en santé mentale. Et là où vraiment, c'est surprenant comment les enfants aussi vivent la culpabilité, vivent la colère, vivent, tu sais, leurs propres émotions et ils comprennent pas, on n'aura pas toujours expliqué. Tu sais, je vous donne l'exemple de 2 jeunes sœurs qui sont venues participer à notre dernier programme qu'on a offert à l'automne et dont leur mère est atteinte de schizophrénie. C'est des gens qui sont arrivés. Les filles sont nées au Québec, mais les parents ne sont pas d'origine québécoise. Et on a toujours dit à ces jeunes filles-là que leur mère est atteinte de dépression. Mais tu sais, déjà, en partant, l'idée qu'ils se font de la dépression, puis la schizophrénie, la mère, elle se parle tout seule, elle est contrôlée, là, elle a un suivi, mais on s'entend qu'elle a des réactions qui sont quand même inhabituelles. Elle sort jamais de chez elle, elle est, tu sais, elle veut pas voir personne non plus. Cet enfant-là, il n'est pas question qu'il invite des amis à la maison. Donc, tu sais, de tout démystifier ça avec elle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les filles de 11 ans et 13 ans sont capables de parler avec leur mère de ce qu'elle vit, puis de vraiment lui adresser directement, tu sais, ce que tu nous dis là, est-ce que tu sais, est-ce que tu entends des voix ou, tu sais, puis la mère, elle répond, mais il n'aurait jamais osé, tu sais, établir cette communication-là. Je vous donne des petits résultats, mais tu sais, pour nous, c'est un impact vraiment réel, puis je pense qu'on établit déjà rapidement des facteurs de protection pour ces enfants-là qui sont capables de parler de ce qui se vit et qui se soutiennent aussi mutuellement par rapport à ça et qui, là, expriment en fait les bons mots. On leur fait écrire une lettre au début et à la fin et c'est vraiment intéressant de voir comment ils cheminent à travers le programme. Ça, c'est notre petit dada des dernières années parce que pour nous, on voit qu'il y a vraiment des impacts importants à agir tôt et on le sait. Tu sais, ça aussi, c'était démontré qu'il y a des enfants qui sont soutenus à la base, même si c'est un parent, mais peu importe, mais tu sais, ce qu'on voit, c'est des troubles anxieux généralisés. Bien, ce sont des enfants qui sont plus vulnérables à développer des troubles d'anxiété généralisés. Tu sais, il y a un lien là, génétique, donc c'est important qu'on les outille rapidement à ce niveau-là.
On a différents groupes de soutien qui existent aussi encore parce que ça reste un besoin au niveau des familles qui diffère d'une région à l'autre. Par exemple, nous, on a un café thématique, mais comme je vous dis, ça change. On a différentes activités d'information. Chacune des associations de famille a un site Internet. Donc, je vais vous laisser le lien vers le réseau avant de craquer. Vous pouvez aller voir sur le site et là, vous avez les références vers toutes les associations de famille. C'est par exemple, nous, on a des bulletins d'information, des infolettes. On offre des soirées conférences grand public, Facebook, Twitter. On essaie d'être à l'heure actuelle. On a un centre de documentation aussi pour que les gens puissent venir chercher vraiment tout ce qui est en lien avec la nouvelle littérature, qu'est-ce qui est sorti là en lien avec les problématiques en santé mentale. Différentes mesures de répit sont offertes aussi. Ça aussi, ça diffère, mais ce sont, comme je vous expliquais, les 6 services de base sont offerts par toutes les associations de familles au Québec. Mais comment c'est appliqué? Bien, c'est sûr que à ce moment-là, ça diffère. Non, par les mesures de répit, on vise principalement à prévenir l'épuisement puis à favoriser la réorganisation de la famille. Nous, à notre association, on l'a développé beaucoup plus au niveau des enfants. Donc, d'offrir un répit aux parents qui ont un enfant atteint d'une problématique santé mentale, par exemple en organisant différentes activités finalement des activités de sensibilisation sur les problématiques en santé mentale, sensibiliser la population sur la situation des membres de l'entourage, mais aussi démystifier beaucoup ce qui est la maladie mentale. Puis, on a d'ailleurs une semaine qui est la première semaine d'octobre, qui est la semaine de sensibilisation aux maladies mentales, qui est organisée par le réseau Avant de craquer et qui vise vraiment à sensibiliser la population générale aux maladies mentales, ce qui est différent de la semaine de la santé mentale au mois de mai, où là, on veut favoriser une bonne santé mentale chez tous à ce moment-là. La référence thématique, en fait, le plan d'action santé mentale 2005-2010, on est encore en attente de celui qui devait sortir en 2011. On a bon espoir, on s'est fait dire qu'il devrait sortir en 2015. Là, je ne sais pas si les gens plus en santé mentale, si vous êtes plus au courant que moi, mais bon, on a on espère. Apparemment. Donc, mais déjà, le plan d'action en santé mentale 2005-2010 statuait clairement sur l'importance de l'implication des membres de l'entourage puis sur les besoins de services de ces derniers. Il encourage la référence vers le réseau des associations de famille et en lien avec ça, depuis le plan d'action, il y a un processus de référence systématique qui est établi par plusieurs associations. Ce que ça permet, c'est que, par exemple, une personne qui est hospitalisée en psychiatrie, on sait que la famille, on a beau donner un dépliant là, de l'association en disant « appelez-les, ils peuvent vous aider, vous autres ». Qu'une famille qui est en crise a pas d'énergie et fera pas cet appel-là, ou très peu. Nous, on l'a documenté et c'est très peu dans ces moments-là qui vont le faire. Donc, la référence thématique permet, entre autres, c'est une feuille qui est faxée par l'équipe traitante vers l'association de famille et donc, ça autorise l'association de famille à prendre contact avec la famille parce que souvent, ils le feront pas. Puis, les dépliants, je pense que quand on se fait remettre un dépliant, c'est quelque chose comme 10% des gens qui vont finalement aboutir, là, ou des fois qui ressortent ça plusieurs années plus tard. Donc, nous, comme on souhaite que rapidement il y ait une prise en charge, on a développé ce processus de référence systématique-là qui permet de créer un lien direct. Je vous dirais même ce qu'on fait, ce qu'on encourage aussi, nous, les intervenants se déplacent même au centre hospitalier pour rencontrer les familles. Parce que des fois, juste de venir dans nos locaux, ça peut être un frein, en fait, avec nous. Et en terminant, je vous ai mis le lien du site avantdecraquer.com. Donc, c'est à retenir. En allant sur ce site-là, vous avez vraiment le réseau d'organismes d'aide qui existe au Québec, de la documentation. Je vous parlais de l'application au niveau de la P38. Qu'est-ce qu'il y a comme comportement inquiétant? Bref, c'est un site qui regorge de ressources, autant pour les intervenants que pour les membres de l'entourage. Et il y a une ligne unique de référence aussi que je vous ai laissé, qui est le 1-855-CRAQUER, pour Avant de craquer, et le site de la Fédération. Donc, le SAU, membre du réseau avantdecraquer.com, ça, c'est ce SAU-là. Si vous allez sur les différents sites Internet, ça dit que cette association-là est certifiée et offre les services de base dont je vous ai fait mention là, pendant la présentation.
Alors moi, ça fait le tour.